RTCI nous réunit. Chronique d'un ministre de transition, c'est le titre du nouvel ouvrage de Hakim Ben Hamouda qui a été ministre de l'économie et des finances dans le cadre du gouvernement Mahdi Jomra. Et effectivement, il nous raconte dans cet ouvrage ce passage dans le gouvernement tunisien et tout a commencé le 30 décembre 2013 par un coup de téléphone. Merci d'abord Hatem pour l'invitation. Bonjour à tous les auditeurs de RTCI, une radio qu'on aime et qu'on écoute depuis, pas la peine de donner nos âges, mais en tout cas depuis qu'on était jeune. Donc ça remonte à il y a très très longtemps. Juste une remarque et je reviens à ta question. En rentrant, tu annonçais le programme de Jazakarta. Je trouve que c'est une programmation extraordinaire cette année. J'en connais quelques artistes et quelques groupes et à mon avis ça va être une session magnifique. Et tu avais mis Charlie Winston. Moi j'ai eu l'occasion de le voir avant à l'étranger et je l'ai vu l'année dernière dans le festival lorsqu'il est venu à Jazakarta et il a fait vraiment une manifestation extraordinaire avec un discours d'appui à la Tunisie sur l'écologie, etc., son engagement. Donc l'occasion de saluer, je sais, toutes les difficultés par lesquelles est passé ce festival, en tout cas ceux qui en sont responsables pour le travail et pour la persévérance. Effectivement, pour revenir à ta question, tout a commencé, en fait, tout a commencé par un coup de fil le 30 décembre, le 31 décembre, par Mehdi Jomra qui m'a appelé, donc qui était chef de gouvernement désigné à l'époque. Et on a eu une longue conversation au téléphone. J'étais pas en Tunisie, pardon, j'étais en France, j'étais à l'étranger. Et je préparais mes cours, parce que je donne des cours à la fac toujours en début d'année. Et j'avais pris quelques jours de vacances, mais en même temps retrouvé un peu une partie de la famille qui est installée en France. Et effectivement, ça a commencé par ce coup de fil, et dans lequel on a eu une longue conversation sur la situation politique et les défis au fait du pays. Et puis à la fin de cette conversation, Mehdi Jomra m'a demandé si j'étais prêt à rejoindre son équipe, l'équipe qu'il était en train de mettre en place pour gérer la dernière période de la transition chez nous après la grande crise politique de 2013, les assassinats de Chokri Belaïd, les assassinats de Brahmi, pratiquement le pays était à l'arrêt. Et voilà que le quartet et puis toute la classe politique et l'élite tunisienne ont trouvé cette sortie de crise qui nous a permis véritablement de sortir par le haut. Très bien. Alors, ce livre, Chronique d'un ministre de transition, paru aux éditions CERES, a déjà épuisé sa première édition et ça continue, donc une deuxième édition circule déjà. Et contrairement à ce que pensent beaucoup de lecteurs, ce n'est pas votre premier livre, vous êtes l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, dont certains qui sont parus aux éditions du Cygne, et j'en citerai en particulier un qui est paru en Tunisie, aux éditions Arabesque en 2015, qui s'intitule « Réenchanter le développement ». Et là, c'est pas du tout l'économiste qui parle, je crois que c'est une autre dimension. Oui, absolument. C'est-à-dire que le gros de mes écrits reste quand même dans mon domaine, à savoir l'économie politique. Mais je suis curieux de tout et donc je me suis intéressé à beaucoup de questions. J'ai été dans le domaine de la culture très très jeune dans le cadre du cinéma de la Fédération tunisienne de cinéastes amateurs. Et le cinéma, comme tu le sais, c'est un art qui se situe au croisement en fait de beaucoup d'arts, de l'expression, d'abord du théâtre, de la création, de l'écriture littéraire, de la littérature, etc. Donc ça, vraiment, ça m'a permis d'avoir des centres d'intérêt en dehors de ma spécialité. Au fait, j'ai failli même faire du cinéma. Bon, après, je pensais que l'économie était quand même beaucoup plus facile que écrire des films. Donc, j'avais choisi... Mais effectivement, je me suis intéressé à beaucoup de questions. J'ai écrit sur des essais de nature historique et politique. J'ai écrit sur un ouvrage qui a aussi très très bien marché,
qui est paru fin 2011, début 2012, qui s'appelle en France, qui s'appelle l'économie politique de la révolution, Tunisie, l'économie politique d'une révolution. Et j'ai écrit aussi d'autres sur des questions un peu plus, notamment sur l'orientalisme, sur un certain nombre de préoccupations. Donc réenchanter le développement, effectivement, c'est de dire l'idée essentielle, c'est d'aller à contre-courant de ce qui se disait à l'époque, hein, notamment au FMI et la Banque mondiale, c'est de réduire le développement à le développement à une série d'équations ou de grands équilibres macroéconomiques. Et pour moi, le développement, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi des institutions, c'est aussi un régime politique, mais c'est aussi un système éducatif, c'est aussi, je pense, une ouverture sur le monde. Donc, c'est ce que j'ai essayé de dire et essayer d'aller à contre-courant je dirais, de la pensée dominante, pour utiliser un terme en matière d'économie, en matière de réflexion économique. Donc, c'est toutes des questions, je pense, que j'ai essayé d'évoquer. Et là, je prépare deux autres ouvrages, au fait, deux essais, qui regroupent un certain nombre de mes écrits sur deux questions essentielles. La première, c'est le cinéma. Et j'ai intitulé cet essai, par hommage à Hétéroscola, je l'ai intitulé Nous nous sommes tant aimés. Et j'ai aussi eu pas mal d'écrits sur les questions de la musique, de la chanson, etc. Et je regroupe toujours chez Arabesque une série de ces chroniques sur la chanson et la musique dans un essai intitulé Une chanson pour elle, qui est, je le rappelle, le titre de l'une des dernières chansons de Hedi Guella, Allah yarhamou. C'est aussi un moyen pour moi de rendre hommage à Hedi Guella, mais on aura l'occasion probablement de reparler de ces deux essais qui sortiront en fait à l'occasion de la foire du livre. Mais on est aujourd'hui pour... Oui, d'accord. Et pour compléter le tableau, vous signez une chronique hebdomadaire dans le magazine Réalité. Absolument. Vous n'avez interrompu que pendant la période de votre passage au gouvernement. Oui, tout à fait. Tu fais bien de me le dire. Et c'est là où finalement j'ai commencé à écrire, ou c'est là où j'ai commencé, mais vraiment, ça remonte à il y a très 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 longtemps, ça remonte à probablement avant même 87, hein, c'est avant 87, donc c'est probablement plus d'une trentaine d'années, et où j'ai eu une rencontre avec les responsables de Réalité de l'époque, qui étaient Sislah El-Jourchi. Réalité à l'époque était en arabe et en français. Slah El-Jourchi, Zied Krishen et Lotfi El-Hajji, que j'ai rencontrés, avec qui on a discuté, qui m'ont invité à écrire et qui m'ont présenté, c'est Taïb Zaher, le responsable, le directeur de Réalité. Et puis depuis, c'est devenu une relation où je signe effectivement depuis 30 ans pratiquement une chronique hebdomadaire que je n'ai interrompue en commun accord avec le directeur du journal, c'est Taïb Zaher, que lors de mon passage au ministère, et que j'ai repris bien évidemment après. Mais c'est quelque chose d'important. Je pense l'écriture est vraiment importante. Maintenant, j'ai une autre chronique en arabe, celle-là, dans le Maghreb, tous les dimanches, s'appelle Café du dimanche, et dans Sabah du mardi, dans le supplément économique du Sabah. Donc voilà. Mais je n'écris pas autant que toi, Hat. je lis avec beaucoup d'intérêt tout ce que tu écris, et je trouve avec beaucoup d'intérêt et avec énormément de plaisir aussi. Et je tenais aussi à te rendre hommage d'avoir dans Tunis Hebdo, dans Réalité maintenant et dans beaucoup d'autres journaux, de nous avoir fait réfléchir. Moi, j'aime beaucoup même si elle est un peu un retour sur l'histoire, tes chroniques dans Tunis Hebdo, sur Tunis d'avant, sur les chanteurs de Tunis, etc. Donc pour moi, c'est des sources, je pense, d'inspiration qui sont assez importantes. Formidable. Alors, dans votre livre, il y a plusieurs chapitres. Il y en a un qui m'a interpellé, et je suis certain qu'il interpelle tous les Tunisiens. Est-ce que c'est une question d'actualité ? Vous la posez dans le livre dans un chapitre passionnant. Comment éviter un défaut de paiement ? Et je crois que c'est une réflexion qui est profonde aujourd'hui, qui vous interpellait à l'époque où vous étiez au gouvernement. Est-elle toujours d'actualité ? Pourquoi ce titre ? Lorsque j'ai discuté, au fait, juste après mon départ du gouvernement, vers la fin, je commençais, pratiquement les 4 ou 5 derniers mois, je commençais à prendre quelques notes. Dans un cahier, mes cahiers, prendre des notes, mais vraiment sans l'idée en tête d'écrire quelque chose derrière.
Et j'ai croisé mon éditeur, donc Karim Ben Smaïl, que je tiens à saluer, qui m'a encouragé au fait à écrire ce livre. Et il m'a dit, écoute, c'est un livre où il faut que tu te détaches de la posture de l'universitaire, de la réflexion, etc. Et tu racontes des choses. Qu'est-ce qui t'a empêché de dormir, par exemple? Et je lui dis, il y a une chose qui m'a empêché de dormir, c'est vraiment payer les salaires à la fin du mois. Et effectivement, j'ai fait un chapitre qui s'appelle Comment éviter le défaut de paiement. Et parce que on a eu une situation économique, vraiment une situation des finances publiques vraiment catastrophique, et on était pratiquement, pour utiliser un terme anglo-saxon, borderline pratiquement tous les mois. C'est-à-dire on était vraiment limite tous les mois pour payer les engagements de l'État, dont la partie la plus importante tous les mois, les 700 ou 800 millions de dinars de salaire. Et ça a été vraiment une peur, quelque chose qui m'a vraiment empêché de dormir, et quelque chose qui a pesé énormément, je pense, lors de mon passage, et qui a été à l'origine, bien évidemment, de beaucoup de choses. Hein. L'histoire de l'emprunt national, l'histoire de la sortie sur les marchés internationaux de capitaux, et donc ça a été quelque chose d'essentiel, de normal, et d'autant plus importante que nous pensions, d'abord du point de vue, comme je l'ai rappelé dans le livre, le premier défaut de paiement que la Tunisie a connu, c'est traduit par la mise en place de la commission internationale qui gérait les finances publiques tunisiennes. Et quelques années plus tard, c'est la France qui est arrivée et qui a pris les choses en main. C'était le protectorat qui a commencé. Et depuis, au fait, l'État tunisien, en dépit de toutes ces difficultés, y compris les plus importantes, sont probablement à la fin des années 60-69, ensuite 86, n'a jamais fait un défaut de paiement. C'est-à-dire que l'État a toujours respecté à temps ses engagements, y compris en 86, lors de la crise la plus importante. Donc l'État tunisien est connu au niveau international pour être, en dépit du fait que nous sommes un petit pays, en dépit du fait du caractère véritablement limité de nos ressources, on est connu pour être un pays qui véritablement respecte ses engagements, et c'est quelque chose de très très important. Donc ça a été pour moi véritablement une préoccupation. Alors, je raconte un petit peu ça, et je raconte comment nous avons fait, comment nous avons travaillé avec le chef du gouvernement de l'époque, c'est Mehdi Joma, avec le gouverneur de la Banque centrale, c'est Chedil Ayari, et avec toutes les équipes pour véritablement faire en sorte que nous respections ces engagements, et on a fini finalement par les respecter. Voilà, et il y a 3 questions qui sont en filigrane de tout cet ouvrage. Premièrement, comment éviter la rupture qui va avec la révolution, et vous théorisez sur ce point. Deuxièmement, comment créer les conditions du redressement et de l'émergence, parce que vous pensez également à l'émergence. Oui. Non, ça c'est... Merci de me poser cette question. C'est vraiment une question essentielle. C'est-à-dire que, je pense, la gestion de l'économie, c'est pas seulement quelques chiffres à atteindre, c'est pas seulement un taux de croissance, ou un taux d'inflation, ou un taux de déficit, ou un déficit de budgétaire, ou un déficit. Pour moi, l'économie, c'est d'abord une vision. Qu'est-ce que nous voulons faire d'un pays? C'est vraiment une vision, et parfois la vision, elle est beaucoup plus importante, je dirais, que les indicateurs. Les indicateurs ou les politiques à mettre en place viennent après. Et donc, pour moi, on a essayé de définir une vision avec un objectif à moyen terme, qui est le redressement de la situation économique du pays, et un objectif à long terme, qui est l'émergence, faire de ce pays une économie émergente. Une des catastrophes et un des échecs de notre pays, c'est véritablement la décennie 2000. La décennie 2000, fin des années 90-2000, lorsque l'économie mondiale connaissait des taux de croissance de 5 jusqu'à 6%, on était un des rares pays qui n'est pas devenu émergent. C'est-à-dire, compte tenu, on ne va pas revenir sur le contexte qui régnait à l'époque, sur la corruption, sur un certain nombre de choses, sur véritablement les institutions qui n'aidaient pas à l'investissement, mais on est à 1h30 des plus importantes capitales européennes. Et on est une destination d'investissement. Et avec ça, on n'a pas été en mesure de faire 10% de croissance par an. Toutes les économies, en Amérique latine, en Asie, toutes les économies mondiales l'ont fait. Et on est vraiment à la croisée
à la croisée de trois grands, énormes marchés d'avenir. Le marché européen, le marché méditerranéen et arabe, et le marché africain, qui est maintenant la frontière de la croissance. Donc pour moi, l'objectif à moyen terme, c'est de redresser l'économie, et essayer de sortir de cette convalescence qui a trop duré, mais surtout, le cap doit être véritablement l'émergence et faire de notre pays un vrai carrefour de croissance, de richesse et de création de richesse entre ces trois mondes. Et je pense que cet objectif, ce cap reste toujours valable et reste toujours très important. Tout à fait. Alors le livre, justement, on y trouve des anecdotes, effectivement, on y trouve également des réflexions, mais c'est surtout un livre prospectif. En fait, il se projette en avant et c'est cela qui est intéressant. Donc la transition continue et vous êtes un ministre de la transition. Seriez-vous de retour un jour ? Chouf, je ne pensais jamais être vraiment devenir ministre lorsque on m'a demandé, très sincèrement, c'est pas la première demande qu'on m'avait faite lorsque j'ai accepté, c'est pas la première. On me l'a demandé en 2012, on me l'a demandé en 2013, et je ne me sentais pas, vraiment, je continuais comme tout le monde à militer dans la société civile. Je ne suis pas dans un parti politique, je ne suis pas engagé dans des partis politiques, dans la société civile, à écrire, à essayer de réfléchir avec les amis sur l'avenir de notre transition, à vivre pleinement et à bras-le-corps cette transition démocratique inouïe, finalement, et extraordinaire. Et je n'ai jamais pensé à le faire. Et très sincèrement, lorsque on me l'a demandé, on a beaucoup insisté, j'ai pas dit oui à Mehdi Jomah tout de suite. J'ai pris le temps de la réflexion, de la discussion avec ma famille, etc. Et véritablement, je pense que c'était important que je le fasse. Et je crois, franchement, il y a beaucoup de gens, d'amis, qui sont dans ce gouvernement ou dans des gouvernements, dans les deux gouvernements qui, lorsqu'on leur a proposé de devenir ministre, m'ont demandé mon avis. Et si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Je leur ai dit oui. C'est important, en dépit des difficultés, en dépit des défis, je crois que c'est important d'être véritablement au service de son pays, de pouvoir aider, de pouvoir appuyer, de pouvoir donner un coup de main, de pouvoir apporter le peu de connaissances et du monde que nous avons pour que les choses avancent et les choses aillent véritablement. Il faut absolument, on est tous d'accord là-dessus, je pense, Hatem, il faut absolument que cette transition soit une réussite. Il faut absolument une démocratie, au fait, qui aurait dû être là depuis combien? Depuis 30, 40 ans. C'est ça. Et il faut absolument que cette transition démocratique réussisse. Il faut absolument que la Tunisie soit véritablement, j'en suis convaincu, comment dire, un pays démocratique ouvert, respectueux des différences de ces gens. Et c'est essentiel pour nous tous, quelle que soit notre position, de contribuer à la réussite de ce processus, de cette transition. Alors, selon vous, ce gouvernement d'union nationale est-il en train de retrouver les clés de la croissance et est-il en train de faire aboutir cette transition interminable? Hatem, 2 points. Le premier, d'abord, j'y étais dans les affaires, je connais la complexité des choses, donc je ne porterai pas de jugement. C'est des situations difficiles, tu sais, c'est des situations très compliquées, des situations très difficiles. Je fais une des présentations du livre que je fais demain à l'université de Jandouba, parce que j'ai envie d'aller rencontrer les étudiants en économie pour discuter avec eux sur mon expérience de politique économique, parce que c'est là où on forme, en fait, dans les universités d'économie, on forme les gens qui vont définir les politiques économiques, j'espère pour eux au plus haut niveau. Mais le thème sur lequel je parlerai demain, c'est vraiment l'efficacité des politiques économiques. C'est pas quelque chose, définir une politique économique ne va pas donner tout de suite des résultats. Et donc, c'est pour ça que je suis toujours avec beaucoup même lorsque j'apprécie ou j'écris dans des chroniques, etc., vraiment avec toujours beaucoup de mesures et beaucoup de distance et sans véritablement faire de surenchère. Parce que je connais la situation, elle est très compliquée, elle est très difficile. Deuxième point dans cette réponse, c'est vrai qu'on a du mal, c'est-à-dire on n'a pas encore, on a vu 3 événements
récents, ou deux en tout cas les plus importants, la dégradation de la note, le rapport du FMI, qui est un rapport finalement sur le fond, sur la forme qui est assez positif, mais sur le fond, je pense, je le trouve assez dur et ferme. Donc on a du mal à retrouver, je dirais, la croissance économique. On a une situation, on patine. La croissance a été en dessous de 1% en 2015. Les derniers chiffres, c'est 1% en 2016. On prévoit 2,3 à 2,7 pour 2017, pour l'année en cours, et c'est vraiment très très peu, et c'est là où il y a besoin, véritablement, moi je dis, je l'écris, je le répète tous les jours, il faut absolument retrouver la croissance, les chemins, ou le chemin de la croissance, et surtout le retour de l'investissement. C'est vraiment une préoccupation essentielle qui doit être vraiment au cœur de l'action gouvernementale, c'est la croissance et l'investissement. Et deux points clés également que vous évoquez dans cet ouvrage, la réforme fiscale et le système bancaire et sa performance et son efficacité. Oui, mais je pense que parallèlement, au retour de l'investissement, je pense que les réformes économiques sont essentielles et sont importantes. On a mis en place quelques réformes, on traîne à les mettre en place. La réforme fiscale, moi j'avais fini la réforme fiscale fin 2014, on l'avait fini, on avait fait toutes les consultations, réforme fiscale d'ailleurs, que je dois dire, a été commencée avant moi, avec mon équipe, on a pris vraiment à bras le corps, on l'a fini 2014, on l'a soumise à la fin de l'année 2014, mais jusqu'à présent, elle est introduite par petites bribes, notamment par exemple le barème qui a été introduit dans la loi de finances de cette année 2017 est un barème hérité de la loi de la réforme fiscale. Les réformes bancaires aussi, c'est-à-dire que les réformes bancaires les programmes de mise en place sont connus. Il faut absolument, je pense, accélérer les réformes. Il faut vraiment donner le là. Il faut impérativement que les réformes soient une préoccupation essentielle et qui soient traitées au plus haut niveau. On a un vrai problème dans notre pays, c'est un problème de coordination entre les différents départements. Les différents départements ne coordonnent pas assez et ont besoin toujours d'une coordination qui se situe au plus haut niveau, présidence du gouvernement, certainement, ce que nous avons fait lorsque j'étais au gouvernement, pour que les choses avancent, pour que les choses soient mises en place et pour qu'on puisse avancer. Et de manière globale, ce gouvernement Joma, il aura finalement réalisé ses objectifs? Absolument. Moi, je pense que tel que défini par la feuille de route, les objectifs ont été réalisés, c'est-à-dire l'organisation des élections, qui est la chose la plus importante, des élections dont les résultats ont été acceptés par tout le monde, et qui nous ont permis, quelque part, d'équilibrer le paysage politique. Et en même temps, si tu veux, sur les nominations, il y a eu la révision des nominations, et puis surtout la situation économique, il y a eu, je pense, une amélioration assez sensible de la situation économique, en tout cas une stabilisation de la situation économique, et il fallait absolument aller de l'avant, et il fallait absolument, je dirais, tracer un nouveau cap au niveau économique. Voilà, et vous terminez l'ouvrage sur les défis futurs. Et ces défis futurs, et bien évidemment, on peut y réfléchir, et puis on peut également concevoir les solutions qui sont les plus idoines pour la Tunisie. Absolument, non, je crois que moi j'ai fini là-dessus. Parce que c'est pas un livre, tu l'as lu, Hatem, c'est pas un livre pour faire de l'autopromotion. C'est une réflexion avec beaucoup de distance, probablement qui explique la bonne tenue, en tout cas commerciale, du livre, en dépit du fait qu'on n'a pas fait beaucoup de promotion ou des choses comme ça. Comme tu l'as expliqué, il est à sa deuxième édition aujourd'hui, ce qui est une grande satisfaction, bien évidemment pour moi, mais aussi pour mon éditeur, c'est Karim Ben Smaïl. Et l'idée, c'est de vraiment, avec beaucoup de distance, dire là où il y a des choses qu'on aurait dû faire plus, on aurait dû faire mieux. D'ailleurs, ça m'a été des critiques m'ont été faites par certains de mes amis parce qu'ils voulaient un livre d'autopromotion de ce que nous avons fait. Comme tu l'as dit, effectivement, les perspectives, il faut absolument réfléchir aux solutions idoines. Moi, je les ai résumées en
en tout cas au niveau économique, en quatre grandes solutions, quatre grandes directions de travail pour l'action gouvernementale. Le premier, c'est vraiment les finances publiques, soigner nos finances publiques. Il faut arrêter la dérive des finances publiques, c'est quelque chose de très très important. Le deuxième, c'est le retour dont je viens de parler, le retour de la croissance et de l'investissement. Le troisième, c'est bien évidemment l'accélération des réformes économiques. Il est important de les accélérer, et puis ce fameux modèle de développement dont on parle depuis toujours et dont on a au fait les premières je dirais bribes qu'il faut absolument formuler dans le cadre d'une stratégie industrielle claire. Donc voilà, de mon point de vue, les quatre grands axes ou les quatre grands chantiers que nous devons prendre en charge. Une dernière question, en fait, cet ouvrage aurait pu être intitulé 2013, une année décisive. Et en fait, je pense qu'il restera non seulement comme le journal d'un ministre de transition, mais également comme une réflexion approfondie sur l'économie tunisienne en 2013, entre la rupture et le redressement. Absolument, non, tu as tout à fait, tu résumes d'ailleurs l'ouvrage mieux que moi. Et effectivement, c'est ça, c'est-à-dire entre la rupture et c'est une année décisive dans le sens où c'était une année effectivement où on aurait pu véritablement glisser, on aurait pu aller vers l'inconnu politiquement, mais aussi économiquement, et le redressement qu'on a commencé à mettre en place qui doit se poursuivre. Très bien. Alors, deux petites questions en passant. Vous auriez pu être ministre des Sports si M. Joma aurait écouté votre vœu. C'était ma demande, mais c'était sur le temps de la boutade. Je lui ai expliqué. On a eu une première discussion, j'ai demandé le temps de la réflexion, et il m'a dit d'accord, prends le temps de la réflexion, mais au cas où tu accepterais de devenir ministre, quel serait le poste que tu choisirais? Je lui ai dit ministre de la Jeunesse et des Sports. Et il était bien évidemment un peu surpris. Il m'a dit pourquoi. Je lui ai dit d'abord parce que je vais toujours au stade, je vais souvent au stade, y compris maintenant avec mon fils et avec des amis. Et je lui dis j'ai horreur de faire la queue et de payer. Et je lui dis la deuxième chose, je suis vraiment un fin connaisseur de foot, en tout cas de sport. Il m'a dit écoute, je te promets une chose, tu iras au stade sans faire la queue, sans payer, mais tu ne seras pas ministre des Sports. Mais c'était une plus sur la boutade, et c'était une des choses qui a réuni le plus en fait l'équipe qui nous a permis à construire le team building comme on dit en anglais. C'est véritablement on jouait au foot tous les mercredis, c'est-à-dire on se retrouvait tous au stade, oui, dans un stade, toute l'équipe ministérielle, et on faisait deux équipes et on jouait pratiquement tous les mercredis en fin de journée vers 18h, 18h30 jusqu'à 20h, 20h30 on jouait au foot, et puis parfois le samedi et parfois le dimanche. Voilà, formidable. Et vous trouviez le temps également, et cela a été très remarqué dans la Médina de Tunis, de déjeuner très frugalement lorsque vous aviez le temps, et c'est peut-être un rapport avec la Médina que vous entretenez. Ah oui, totalement. Moi, j'ai découvert, entre autres, je ne viens pas de la Médina, mais j'ai découvert entre autres la Médina à travers tes chroniques dans Tunis Hebdo. Mais c'est un endroit fantastique, d'autant par ailleurs, depuis la rénovation de certains quartiers, c'est un endroit magnifique. Et le fait de passer une année à la Casbah, ça m'a permis vraiment de redevenir un des enfants, par adoption au moins, de la Médina, où j'allais des fois seul, des fois avec mes collaborateurs, mes collègues dans le ministère, et des fois avec Mehdi Joma ou d'autres ministres, on allait manger tranquillement. Et c'est une année formidable. Voilà, une année formidable. L'ouvrage s'intitule Décisive mais formidable. Décisive, oui. Chronique d'un ministre de transition, un ouvrage de Hakim Ben Hamouda paru aux éditions Cérès. Deuxième édition, cet après-midi. Oui, cet après-midi, on a en fait une conférence autour de l'essai à l'espace Agora à 18h30. Et si Ayad Ben Achour, le grand professeur Ayad Ben Achour, a eu l'amabilité, la gentillesse de lire mon livre et de le présenter. Et demain, je serai à Jendouba pour discuter avec les étudiants d'économie. Voilà, et aujourd'hui, vous étiez... Et vendredi, je serai à l'ESC, l'École supérieure de commerce, pour discuter avec les collègues universitaires sur cet ouvrage. Très bien, un beau programme et puis un agenda bien chargé, un agenda de ministre.
Non. Je le fais avec plaisir et sans pression maintenant. Excellente journée à l'écoute des programmes de RTCI. Hakim Ben Hamouda. Votre ouvrage s'intitule Chronique d'un ministre de transition. Il est paru aux éditions CERES. C'est déjà la 2e édition. Un livre témoignage et également un livre prospectif sur l'avenir économique en Tunisie. Merci beaucoup d'être venu. Merci Hatem pour ton invitation et merci aussi pour toutes les chroniques que tu nous donnes, le plaisir que tu nous donnes à te lire toutes les semaines. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Nous revenons à la musique avec Génération Goldman, Envole-moi. Minuit se lève, en haut des tours, les voix se taisent et